Linda Kebab, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes policière, vous êtes déléguée nationale du syndicat Unité SGP Police, vous êtes l'une des grandes voix de la police. Votre dernier livre, Gardienne de la paix et de la révolte, paru chez Stock. Révolte, tiens, voilà un mot employé hier par le Premier ministre à l'occasion de l'hommage national rendu au policier Éric Masson, brigadier, tué à Avignon il y a 8 jours maintenant. Chagrin et révolte, a dit hier le Premier ministre. Ce sont les deux mots que vous reprenez ce matin, chagrin et révolte? Ce sont deux mots qui sont en effet bien choisis. Chagrin, tristesse, émoi, stupéfaction, choc, et révolte, rage aussi, colère. Colère canalisée, mais colère. Et évidemment, la révolte, elle gronde dans les rangs de la police de plus en plus lourdement, de plus en plus gravement. Et il faut vraiment, je vous le dis, vraiment en prendre compte. Ce matin, vous me dites, la situation est grave. Oui, la situation vraiment, est très grave. Dans la police. Oui. Ça peut aller jusqu'où? Ça peut aller. Est-ce qu'on peut imaginer, je ne sais pas moi, des policiers baisser les armes? Enfin, baisser les armes. Se dire que finalement, baisser les bras, oui. Baisser les bras, oui, c'est possible. On peut craindre aujourd'hui que les policiers se désengagent. Vous savez, les policiers sont très attachés aux régaliens, très engagés dans leur mission, très attachés, très légalistes en fait. Ils sont très attachés aux valeurs républicaines et ils ont conscience de leur mission et leur nécessaire mission au sein du pays, mais de plus en plus, cette usure, ce stress, ce choc post-traumatique constant qui s'enchaîne à chaque fois. Nous enterrons nos morts, nous constatons la souffrance et la misère humaine, la violence qui gangrène et qui enfle dans ce pays. Et depuis de nombreuses années, on est sur une véritable usure et on est à deux doigts que la corde lâche. Aujourd'hui, les policiers savent qu'ils sont devenus des cibles. Ils le savent, ils le sentent, ils le constatent. Depuis longtemps déjà, en fait, ça fait quelques années, on a conscience. Chaque policier est traumatisé par ce qui s'est passé à Magnanville. Ce couple de policiers tués devant leur enfant de 3 ans. Chaque policier a conscience qu'il peut être suivi chez lui. Je veux dire, régulièrement, sur nos messages cryptés, on se rappelle tous qu'en sortant du service, il faut bien faire attention, d'effectuer des coups de sécurité, s'assurer de ne pas être suivi jusqu'à chez soi. C'est notre quotidien aujourd'hui. On a conscience qu'on est la cible non seulement au sein du service, c'est-à-dire dans les commissariats. J'ai une pensée pour ma collègue Stéphanie qui a été tuée à Rambouillet, policière non armée, qui a été tuée par un lâche qui est arrivé par derrière, et donc du coup qui l'a tuée juste parce qu'elle était policière. Il y a évidemment cette pensée pour Éric Masson, policier en service, en train d'effectuer une mission presque banale de police, qui en plus ne conduit pas à grand-chose souvent pour les trafiquants de stupes, puisqu'ils vont rarement longtemps en prison. Et puis évidemment, je pense à mes collègues, et notamment tous ceux qui sont attaqués dans leur jardin, qui voient des tirs de mortier sur les murs de leur maison, qui sont interpellés pendant qu'ils font leurs courses avec leurs enfants. Et qui sont des cibles quotidiennes. Qui sont interpellés pendant qu'ils font leurs courses avec leurs enfants. Bien sûr. Qui sont menacés pendant qu'ils sont en privé, en famille, avec leur identité parfois qui est inscrite sur les halls d'immeubles, ou dans les halls d'immeubles. C'est tout à fait ça, et des photos même. On l'a porté en tout cas à la connaissance du grand public, ces photos de policiers, et notamment des photos de mariage qui ont été exposées à Épinay-sur-Seine dans les halls d'immeubles comme un avertissement aux policiers qui oserait s'attaquer au trafic de stupéfiants dans les quartiers. Et donc, du coup, des photos bien explicites qui expliquent et qui disent premier avertissement. Quel sera le second? Est-il vrai que dans certains commissariats, des collègues ne se sentent plus à l'abri? Oui, c'est vrai. Alors, c'est un retour qu'on a et qui est assez inquiétant puisque, vous savez, le commissariat a toujours été considéré comme une espèce de sanctuaire. C'est l'endroit où, lorsqu'on arrive d'une mission et qu'on va rédiger notre PV, on fait tomber le gilet pare-balles, parfois on fait tomber le ceinturon pour être un petit peu plus à l'aise. On est en sécurité, c'est notre sanctuaire. Aujourd'hui, on sait que ça n'est plus le cas, puisqu'on peut être attaqué dans le sas d'un commissariat. On sait aussi qu'on peut être attaqué par certaines entrées, notamment les parkings, etc. Et on a déjà eu des cas, notamment de commissariats qui ont été attaqués. Il y a des commissariats d'ailleurs qui sont plus exposés que d'autres. On a régulièrement des images de tirs de mortier extrêmement puissants sur les portes de commissariats qui heureusement ne cèdent pas parce qu'ils sont encore un petit peu sécurisés. Et donc aujourd'hui, nous ne sommes à l'abri nulle part, nous policiers. Se faire un flic. Se faire un flic, c'est devenu presque, je ne sais pas moi, un défi que se lancent certains. Se faire un flic, les policiers sont devenus des cibles, il y a ce sentiment d'insécurité de la part des policiers. Et puis, n'y a-t-il pas un sentiment d'impunité chez les trafiquants, chez les délinquants, chez ceux qui veulent s'en prendre à la police?
Franchement, Linda Kebab. Il y a deux choses. Il y a évidemment cette insécurité, et c'est gravissime quand on est policier et qu'on se sent en insécurité. Je veux dire, la garantie pour la population, il faut que les téléspectateurs le comprennent. C'est-à-dire que c'est pas une affaire de policiers, c'est l'affaire de tous. Quand les policiers ne peuvent pas travailler en toute sécurité, c'est-à-dire qu'ils ne se sentent pas protégés, ni par l'arsenal législatif, ni par cette espèce de politique ou philosophie qu'on met en place comme une épée de Damoclès au-dessus des policiers, ni par les outils matériels qu'on met à leur disposition, on n'est pas en mesure de protéger la population. Une police qui n'est pas sereine, qui ne se sent pas en sécurité, ne peut pas protéger la population, et c'est la population qui est en danger. Ensuite, l'histoire des trafiquants de stupéfiants, il y a encore cette... On revient à l'histoire de Éric Masson, où un banal contrôle suite à une transaction, c'est quelque chose qu'on a tous fait des milliers de fois. Eh bien, aujourd'hui, vous pouvez tuer un policier avec le sentiment peut-être aussi de se dire que la vie d'un policier ne vaut pas grand-chose. Alors, je vais revenir sur les dernières mesures annoncées par le Premier ministre. Je vais revenir sur ce qui va se passer le 19 mai. Mais les policiers se sentent humiliés. Je lis ce qu'ils disent, j'écoute ce qu'ils disent. Devenus des boucs émissaires. Ils se sentent boucs émissaires dans notre société, incompris, exposés à la dégradation d'une partie du pays, exposés à cette violence qui monte dans notre société. Ils sont en première ligne, Linda Kebab, mais est-ce que tous les discours anti-flics de ces derniers mois, à l'occasion notamment de nombreuses manifestations, est-ce que tous ces discours ne nourrissent-ils pas une haine contre la police, franchement? Vous connaissez un discours radical ou extrémiste qui ne nourrisse pas de haine, Monsieur Bourdin? Moi, j'en connais pas. Et je ne pense pas qu'il y ait un extrémisme ou une radicalisation de la pensée qui soit meilleure qu'une autre. Je pense qu'elles doivent toutes être combattues. D'ailleurs, de ce point de vue-là, j'ai envie de faire juste un parallèle. On est quand même dans un pays qui s'offusque que des policiers qui travaillent dans des locaux extrêmement exigus, sales, parfois bourrés d'amiante, qui se contaminent entre eux, dansent la Macarena. Enfin, on est quand même dans ce pays-là où on a eu quand même des ouvertures de JT sur des policiers qui dansaient la Macarena alors qu'on sait pertinemment qu'ils se contaminent de toute manière parce qu'ils travaillent dans des conditions juste exécrables qui ne leur permettent même pas de maintenir une distanciation sociale raisonnable. Et on est aussi dans un pays où la protection du visage des policiers est considérée comme quelque chose de liberticide. On est aussi dans un pays où chaque acte du policier est scruté, alors que la démocratie contrôle l'action de la police, c'est tout à fait normal, c'est légitime, c'est nécessaire. Néanmoins, que l'on estime que chaque acte du policier doit être remis en question, pas réfléchi, remis en question, décontextualisé, avec une grande liberté, une grande ouverture sur la liberté d'expression, permet de dire que, la police assassine. Il y a même des associations qui portent ce nom sans qu'aucun ministre n'ait un jour décidé qu'il fallait déposer plainte pour diffamation. Vous pouvez à longueur de journée crier que tout le monde déteste la police, qu'elle est l'alpha et l'oméga des maux de la société, que nous sommes violents. Je reprends encore cette expression juste nauséabonde de violence policière qui donnerait le sentiment que nous sommes prédisposés à être des violents illégitimes. Et donc du coup, à force, vous mettez dans l'esprit de certaines personnes l'idée que la police doit être complètement annihilée, et notamment ses agents. Et donc oui, forcément, vous créez de la haine. Linda Kebab, le policier est au service de l'État, quel que soit l'État d'ailleurs, impartial, le policier légaliste et impartial. Est-ce que nous vivons un délitement de selon vous? Vous savez, l'État fort, en tout cas dans ce schéma républicain qui est très particulier à notre pays, cet État fort qui doit s'exprimer partout sur l'ensemble du territoire de la République, territoires qui ne doivent pas être abandonnés. Aujourd'hui, il y a un délitement de l'État sur beaucoup de pans, en fait, de la naissance à la mort. Je vais être, parce que votre témoignage est fort, c'est la raison pour laquelle je suis content de vous recevoir ce matin, parce qu'il faut entendre ce que nous disent les policiers qui sont sur le terrain, au contact du terrain. Ces policiers... on nous dit, il y a un vaste débat, les policiers ne peuvent pas aller partout. Les policiers peuvent aller partout. Le problème, c'est que quand ils interviennent sur un terrain, pour démanteler par exemple un trafic de stupéfiants, ils interviennent, 1 heure après ils sont repartis parce qu'ils ne vont pas rester, 1 heure après le trafic reprend. C'est ça. On nous parle, et j'aborde personnellement le terme de guerre contre le trafic de stupéfiants, nous sommes gardiens de la paix. Et puis en réalité, nous ne menons pas une guerre contre le trafic de stupéfiants. Nous faisons à peu près une centaine de saisines, une centaine de tonnes de saisies de drogue, chaque année, nous forces de l'ordre, policiers et gendarmes. Mais on sait qu'il y a 500 tonnes qui sont consommées chaque année en France. En réalité, la lutte contre le stupéfiant... Montant du trafic, 3 milliards d'euros. C'est ça, le trafic de stupéfiants, en réalité, son fondement se trouve en dehors de nos frontières. La France n'est pas un pays producteur ou fabricant de produits stupéfiants, on le sait. Et donc, si vraiment on veut éradiquer la drogue et le stupéfiant en France et tous les maux que cela génère, et tous les maux que cela génère, et que
Et ben, dans ces cas-là, il faut prendre le problème à la racine. Et c'est pas en demandant aux policiers, alors je vais reprendre ce langage guerrier que le ministre a utilisé. Nous sommes simplement des fantassins sur le terrain. Nous interpellons des trafiquants de stupes, mais les généraux les relâchent ou en tout cas mettent en place un système judiciaire et pénal qui permette de les relâcher. Je vais y revenir avec les mesures qui renforcent tout de même. Surtout, juste un dernier point. Allez-y. On n'a pas de politique internationale sur le trafic de stupes et on n'est pas allé taper du poing sur la table auprès des pays dont on sait que leur business repose notamment dans le Maroc et certains pays d'Amérique latine, dont l'économie repose sur le stupéfiant, et on ne va pas taper du poing sur la table. Et on va demander aux fantassins que sont les policiers d'aller risquer leur vie, voire même de mourir, juste pour aller lutter contre une gangrène contre laquelle on ne peut rien faire. Le 19 mai, rassemblement devant l'Assemblée nationale, vous y serez ? Bien sûr. Linda Kebab, il y aura du monde ? Il y aura du monde, je l'espère. C'est une marche citoyenne, ce n'est pas une marche de policiers. D'ailleurs, les policiers sont des citoyens comme les autres. C'est une marche ou un rassemblement ? Alors initialement, ça devait être une marche. Oui. Et puis pour des raisons de sécurité et de praticité, nous avons décidé finalement d'aller nous exprimer. De toute façon, vous savez très bien que nous sommes très respectueux des valeurs républicaines. Nous allons nous exprimer donc aux abords de l'Assemblée nationale. Vous n'allez pas prendre d'assaut l'Assemblée nationale, on est bien d'accord. Non, certainement pas, non. Oui. Quelle forme donc un rassemblement à l'Assemblée nationale ? Tous les partis politiques sont les bienvenus ? Tous les partis politiques sont plus que les bienvenus. Et j'ai à cœur de croire que certains qui, dans leur discours, parfois, laissent penser que nous sommes des barbares. Par exemple, à la France Insoumise, qui a un groupe parlementaire non négligeable, qui est très exposé médiatiquement, mais qui a un groupe parlementaire de toute manière, et donc une partie de la représentativité du peuple, qui doit être présent à nos côtés pour dire que oui, la sécurité, c'est un bien social. La sécurité s'adresse d'abord aux précaires et aux plus pauvres, leur assurer finalement la garantie de leur liberté. La sécurité, c'est quoi ? C'est permettre à des personnes qui vivent en grande précarité de pouvoir aller à la bibliothèque universitaire à Paris sans crainte de se faire violer à 23h dans un RER. La sécurité, c'est quoi ? C'est permettre aux personnes qui vivent dans des quartiers de ne pas subir les nuisances des trafiquants de stupes ou des rodéos motos. Et si vraiment on est attaché aux questions sociales, aux quartiers populaires, comme ils aiment à le dire, et aux personnes les plus précaires, les plus pauvres, on doit venir soutenir la police. Linda Kebab, est-il vrai que de très nombreux policiers ont envie de quitter la police ? Oui. C'est vrai ? De plus en plus. De plus en plus. Oui. Il y a une flopée de demandes de rupture conventionnelle qui, pour le moment, ne trouvent absolument pas d'écho favorable de la part de notre administration, mais néanmoins de demandes extrêmement fortes. Et puis surtout, il y a, je vous le dis avec beaucoup de transparence, une grande velléité des municipalités à récupérer d'anciens policiers nationaux, ou même des gendarmes nationaux aussi. Pour devenir policiers municipaux. Pour être policiers municipaux et donc récupérer leur connaissances et leur expérience au niveau des municipalités. Et donc oui, il y a une vraie fuite. Et inversement, il y a des difficultés de recrutement. Il y a des difficultés, il y a beaucoup de candidats. Oui. Néanmoins, on sait que le niveau a beaucoup baissé. Il y a encore de bons profils, mais de moins en moins. On sait aujourd'hui que l'appétence pour le métier de policier, en fait, est assez particulière. Elle est moins importante qu'il y a encore 10 ou 15 ans. Et d'ailleurs, on le voit avec les notations sur les écrits, les épreuves d'admissibilité, qu'on est obligé d'abaisser pour pouvoir permettre à un plus grand nombre d'entrer dans la police. Et ça, c'est dramatique. Il faut permettre, en fait, aux personnes qui ont envie d'entrer dans la police d'y entrer aussi parce qu'elles ont la certitude d'être prises en considération et de ne pas être considérées comme la lie de la société tout au long de leur carrière. La politique et la police, enquête Ipsos pour le Cevipof, plus de 40% des policiers voteraient Marine Le Pen. Ça vous surprend ? Ça me surprend, non. Pourquoi ? Parce que déjà, on est sur... Je vais aller au-delà du sujet policier. On a tendance à dire la police est gangrénée par les fachos, elle vote extrême droite donc elle est facho. Moi j'ai l'intime conviction. On dit même que la police est raciste, certains le disent. Bien sûr, et d'ailleurs ça contribue aussi à nourrir la haine contre les policiers, sauf que les policiers interpellent des personnes qui commettent des actes racistes. Je ferme la parenthèse. J'ai l'intime conviction aujourd'hui, et j'ai une espèce d'observation, je ne suis pas sociologue, mais j'ai une observation au sein, et d'ailleurs que les sociologues ne font pas au sein des rangs de la police, que de plus en plus de policiers, mais aussi de Français, votent aussi par dépit et par désespoir. L'inquiétude n'est pas de savoir pourquoi est-ce que ces gens votent extrême droite, mais pourquoi ils le font. Oui, 7 policiers sur 10 choisissent au premier tour une droite musclée. Eh bien, écoutez, Monsieur Bourdin, je vais vous faire une démonstration très simple. Allez-y. Vous avez un panel de partis politiques qui s'offrent à vous et qui vous font des propositions. Vous en avez un qui vous traite de barbare. Vous en avez un qui vote contre la loi sécurité globale et particulièrement sur l'article qui interdirait la diffusion, qui interdirait la diffusion des visages des policiers avec l'intention de nuire. Vous avez une majorité qui aujourd'hui ne convainc pas les policiers. Vous avez une droite qui a beaucoup de mal aujourd'hui à s'exprimer. Vous avez une extrême droite qui aujourd'hui parvient par ses discours et en matière de communication à attirer beaucoup de Français, pas de policiers, beaucoup de Français. En réalité, le sujet... De nombreux policiers. En réalité, plus de policiers que de Français proportionnellement. Mais c'est ce que je viens de vous expliquer.
Moi, j'ai beaucoup de collègues qui me disent « je suis pas facho, je suis pas raciste, je suis pas extrémiste ». Sauf qu'entre celui qui me crache à la figure à longueur de temps, entre celui qui n'est pas un républicain et celle qui, peut-être avec beaucoup d'intelligence, dit qu'elle nous soutiendra, j'y vais. Je ne m'attache pas, moi, vous savez, M. Bourdin, je n'évoque pas mes convictions politiques. En revanche, je n'ai pas spécialement de sympathie pour les idées extrêmes, premièrement, et ni même pour la politique libérale économique. De manière générale, je suis très attachée aux questions et à la République sociale qu'est la France. Ceci dit, quand des policiers me disent « je suis gosse de communiste, je suis gosse d'ouvrier, j'arrive du nord de la France, j'arrive de l'est de la France, j'ai baigné dans un esprit de gauche dans laquelle je ne me retrouve pas moi en tant que policier, dans ces cas-là, je vais aller voter pour le seul ou la seule qui a un discours qui n'est pas vindicatif à mon égard. » Et ils font abstraction du programme, et comme beaucoup de Français, et comme de plus en plus. Et je pense que le sujet, et j'en finirai par là, le sujet, c'est pas de s'inquiéter de s'inquiéter que des personnes votent pour le Rassemblement national, mais pourquoi des personnes en arrivent à voter pour le Rassemblement national? Et plutôt que de fustiger les policiers qui voteraient pour le Rassemblement national, que les politiques s'interrogent sur la manière dont ils ont perdu la confiance des policiers en matière de politique à leur égard et en matière de délitement de la société. Alors, vous représentez un syndicat très important dans la police. Le premier des gardiens de la paix. Le premier des gardiens de la paix dans la police. Force ouvrière, c'est dire à quel point les policiers ne sont pas racistes. Alors, les syndicats de policiers sont très représentés dans la police. Hein. Les policiers sont très syndiqués. Il y a de nouveaux syndicats qui entrent dans la police, de nouveaux syndicats créés de policiers, dont l'un est proche du Rassemblement national d'ailleurs, puisqu'il s'appelle le syndicat des policiers en colère, je crois. Hein. Et le secrétaire national, le délégué départemental, est aussi délégué départemental du Rassemblement national en Haute-Saône. Il y a aussi le syndicat France Police, c'est bien cela? C'est le même. C'est le même, hein, qui demande à Emmanuel Macron de boucler 600 territoires de la République avec le renfort de l'armée. Vous levez les yeux au ciel. Écoutez, je n'ai pas pour habitude, et sinon je passerai mon temps à démontrer les stupidités de certains des concurrents syndicaux. Je n'ai pas pour habitude de commenter la politique syndicale des autres organisations syndicales. Il y a un entrisme du Rassemblement national. Non, mais il y a un entrisme qui est assez limité. En réalité, France Police existe depuis longtemps. Nous avons des organisations syndicales qui sont marquées à l'extrême droite, d'ailleurs, qui ont toujours été extrêmement minoritaires et qui nous représentons 40% du vote des policiers, force ouvrière. Nous sommes secondés par la CFE-CGC qui en représente 39. Et les syndicats dont vous me parlez, jusqu'en 2018, représentaient 1%. Aujourd'hui, le syndicat dont vous parlez représente 3%. Il représente 3%, pourquoi? Je vais vous expliquer tout simplement. France Police, policiers en colère. En fait, il y a une association qui est née en 2016 à la suite des événements sur Viry-Châtillon, que vous connaissiez peut-être, qui était présidée par la regrettée Maggie Biskupski, qui s'appelait Mobilisation des policiers en colère. Ce syndicat, à quelques semaines des élections de 2018, a accolé à France Police, policiers en colère, et beaucoup de policiers ont voté pour lui en pensant que c'était cette association. Et pourtant, ils ne réunissent que 3%. C'est dire à quel point les policiers vraiment sont très attachés au fond du programme plutôt qu'à la forme. Linda Kebab, je voudrais terminer avec ce qu'a annoncé le Premier ministre, c'était lundi soir, durcissement des peines encourues par les agresseurs de policiers et gendarmes. Là, ça vous satisfait, j'imagine. Nouveau projet de loi avec les violences contre policiers et gendarmes, infraction spécifique. C'était indispensable ? Alors, c'était indispensable. Je pense que... Vous n'êtes pas encore satisfaite. Alors, je reprends toutes les décisions. Hein. Peine de sûreté pour les personnes condamnées à perpétuité pour un crime commis contre un policier ou un gendarme, 30 ans. Hein. Oui, vous levez les yeux au ciel. Réduction de peine strictement limitée pour les agresseurs des forces de l'ordre. C'est pas mal, ça, non ? Les violences contre les forces de l'ordre seront des délits spécifiques plus durement réprimés. C'est ce que dit, je reprends le Premier ministre. Refus d'obtempérer puni plus fortement. Là, c'est bien. Non ? On commence par le début ? Allez-y, okay. allez-y. Période de sûreté de 30 ans pour les crimes, réclusion criminelle à perpétuité. Je vais vous parler d'une chose toute simple. Le tentative pénal français, la tentative est punissable de la même manière que l'acte commis et abouti. On a eu récemment le procès des policiers de Viry-Châtillon, immolés par le feu, tentés quand même. On est sur quelque chose qui aurait dû conduire à la perpétuité. Vous avez le sentiment qu'il y a eu des condamnations à perpétuité. Donc en réalité, celle-là, déjà, on la met de côté puisque des réclusions criminelles à perpétuité en France, déjà, on a du mal à les avoir pour des viols et homicides de petites filles. Alors pour des policiers, c'est pas pour demain. La deuxième, c'est les refus d'obtempérer qui seraient doublés. Donc qui passeraient de 1 an à 2 ans d'emprisonnement. Et l'amende de 7 500 à 15 000 euros. Je pense que quand vous êtes à 2 doigts de tuer un policier ou un gendarme pour échapper au contrôle, je ne suis pas certaine que... En réalité, le problème, il n'est pas vraiment de savoir s'il faut doubler. C'est pas ça qui va empêcher des personnes de commettre des violences. Qu'est-ce que vous demandez alors ? C'est un problème beaucoup plus profond. En réalité, il y a des mesures qui sont un petit peu plus intéressantes. Par exemple,
exemple, le déferment automatique, Oui. c'est-à-dire Oui. à l'issue des gardes à vue, d'emmener les personnes devant le procureur. Systématique, jugement rapide des auteurs. Voilà, ça peut avoir du sens, puisqu'aujourd'hui en France, quand vous agressez un policier, souvent, à l'issue de la garde à vue, vous avez une simple convocation pour dans 6 mois. Donc ça a un peu plus de sens. Mais il faut aller au-delà, en fait, de ce type d'annonce. Il faut aussi, en fait, mettre en place une politique qui va lutter aussi, par exemple, contre les armes. Enfin, je veux dire, on a un policier, il y a une semaine, qui a été tué en plein centre-ville, dans une des villes qui n'est pas la pire de France, en plein jour, avec un fusil. Enfin, il y a un vrai problème avec les armes en France. Et de la même manière qu'on ne mène pas de lutte sérieuse contre le trafic de stupéfiants, on ne mène pas de lutte contre la présence des armes sur le trafic d'armes sur le territoire français. Donc ça, c'est un vrai problème. Et en réalité, c'est la manière philosophique, idéologique et politique dont on amène en fait le policier français au sein de la société. Comment est-ce que vous pensez qu'avec des mesures comme celle-ci, un jour, un délinquant va se dire « Ah ben mince, si je m'en prends à un policier, je vais me prendre 2 ans au lieu d'1 an. » Non, c'est pas ce qu'il faut. Il y a 30 ans, un criminel, quand il s'en prenait à un policier, qu'il tuait un policier, il savait qu'il avait signé son arrêt de mort. C'est-à-dire qu'il prenait 30 ans et à l'issue, socialement, il était mort. Aujourd'hui, une personne qui tue un policier, et j'ai des exemples bien concrets en tête, s'il fait une peine de prison, il va faire 2-3 ans, il sortira, ce sera un héros. Et ça, c'est pas ce type de mesure qui va permettre de changer les choses. C'est une véritable politique qui apporte du soutien aux forces de l'ordre et qui remet le policier au centre de cette société qu'il protège. Merci Linda Kebab d'être venue nous voir ce matin sur RMC et BFM TV 8h55.